Expo, c'est le podcast Made in Kazoo des managers qui nous ont fait vibrer. Toute notre vie, on rencontre des gens qui nous questionnent, nous challengent et nous bousculent et finalement nous font grandir. Vous savez, ces petites phrases de managers qui nous reviennent comme un refrain même quelques années plus tard. Parfois, ça résonne immédiatement et parfois, on a juste envie de changer de disque. En tout cas, ça fait partie de nous et ça conditionne notre management. Ce podcast est donc dédié à tous ces managers anonymes qui rythment nos carrières. Une façon de les remercier et de passer le relais. Il y a des destins qui sont tout tracés, des lignées familiales qui nous suivent, des héritages qui s'imposent, et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'esprit de l'arrière-grand-père de Guillaume, Louis, n'est jamais bien loin. Il lui a transmis son goût pour l'entrepreneuriat et sa vocation d'accompagner et soutenir les entrepreneurs. Il y a 27 ans, Guillaume trouve sa fratrie professionnelle et il fonde Dimo Software avec 5 associés qui sont toujours là. Ah, la fidélité ciment des familles. Et en famille, on est solidaire, on se dit les choses, on s'accepte comme on est, on s'encourage et on accepte l'erreur. Et un jour, comme une révélation, Louis souffle à Guillaume d'agrandir la communauté et de s'atteler à aider les générations d'entrepreneurs. Il décide alors de rejoindre 60 000 rebonds, une association reconnue d'intérêt général à caractère social qui aide les entrepreneurs à se reconstruire sur le plan personnel après un échec pour les aider à rebondir vers un nouveau projet professionnel. Bref, Guillaume perpétue l'héritage familial et ce n'est pas moins de 2000 membres, dont 1200 bénévoles, qui constituent aujourd'hui l'arbre généalogique de 60 000 rebonds. Ça promet de belles cousinades. Bonjour Guillaume. Bonjour Cindy. Comment vas-tu ? Je vais très bien. Alors, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui pour parler de management. Oui. Alors, j'aimerais bien qu'on commence en évoquant en fait une situation que tu as vécue quand tu étais toi-même manager, tout jeune. Enfin, tu es allé voir un de tes anciens PDG. Et tu as pris le taureau par les cornes, mais je crois que c'était un peu sur un petit malentendu au démarrage. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Alors, je dirais pas que c'est un malentendu. c'est tout simplement... En fait, je fais mes études, 21 ans, je reviens après avoir vendu du fil à tricoter, et je reviens en France, 26 ans. J'ai envie de découvrir une nouvelle région, qui est la région Rhône-Alpes. Ouais. Sur cette région, je ne sais même pas ce que c'était Cronpoulenc. Pour vendre des logiciels, j'avais envie de vendre de la gestion, et donc des logiciels de gestion. Logiciels de gestion de trésorerie. Et je ne connaissais pas non plus la trésorerie, ni les logiciels de gestion de trésorerie. Bon, il s'avère qu'au bout de 6 mois, mon patron local me disant, à l'époque, en 87, il n'y a pas de portable, si les clients veulent acheter, ils peuvent venir. Donc, laissons-les venir, et puis tu verras. Bon, en fait, j'ai vu que je n'avais rien vendu. Donc, je découvre par hasard qu'on avait embauché mon successeur à mon insu et qu'il se préparait à me virer. Pas de chance pour eux, ou beaucoup de chance pour nous, ou pour eux et pour moi, c'est qu'ils ont laissé passer la date fatidique qui est la date de période d'essai. Et donc, découvrant ce poteau rose, j'ai été voir mon patron, je l'ai engueulé, j'ai dit, écoute, on m'empêche d'aller faire comme j'ai envie, d'aller voir les clients, donc je vais aller voir les clients avec mon PC, je vais acheter un roule pratique et je vais porter mon PC qui était donc c'était pas des bons PC de l'époque. Transportable à l'époque. Et comme les clients ont vu que je mouillais la chemise au propre et au figuré, je crois que ça les a rassurés. J'ai démarré les premières ventes ainsi. Et depuis, avec mon successeur qui devait me remplacer, on a fait un très bon binôme et on a fait un business d'enfer qui est encore aujourd'hui, nous sommes encore associés. Donc, tu vois, c'était 88 à 2022, ça fait un certain nombre d'années. C'est comment on fait d'un pépin une pépite, finalement. En quelque sorte. Et donc, le fait de m'être révolté, je crois que ça a été salutaire. Ouais. Et ça m'a donné une bonne secouée, une bonne avoinée. Et je crois que ça, c'est un des principes de base, si on parle de la gestion, c'est la notion d'avertissement ou de la notion d'électrochoc. Je crois qu'il est important, si quelqu'un ne réussit pas, on ne peut pas laisser les choses en l'état. Et donc, il y a une bonne manière d'avancer, c'est l'électrochoc. Alors, ça se construit, on n'est pas obligé de le faire de manière insidieuse comme je l'ai vécu moi. Au contraire, on peut prendre la personne en face de soi et lui donner un réel avertissement. Donc, les choses, il y a ça et ça et ça qui vont bien, mais sur ce point-là, il y a un dysfonctionnement majeur qu'il faut corriger. S'il n'y a pas de correction, cela aboutira à un licenciement. Je l'ai expérimenté un certain nombre de fois. Bien sûr, ça doit se faire, excuse-moi l'expression, bugne à bugne, face à face. Et on ne doit pas avoir peur, ça ne doit pas se faire par courrier interposé, etc. La personne est en face de soi, et on lui donne un papier, on lui dit, tu signes comme quoi tu l'as reçu en main propre.
Du courage, quoi. Et il faut du courage. Ouais. Et la personne en face peut dire, ah, ouais, je te le signe pas, parce que tu le signes pas, je te l'envoie en courrier recommandé, ça coûtera un peu d'argent, mais c'est pas grave. Je pense qu'il est préférable que tu signes, que tu te reprennes en main, quitte à ce que tu me corriges si je me suis trompé dans mon propos. Ça, c'est ton droit aussi de réponse. Ouais. Mais cet aspect électrochoc est un élément du management qui est souvent salutaire. Et alors, donc maintenant, je sais ce que c'est Krone Poulenc. Ouais. Comment tu le provoques, ça, cet électrochoc, alors? C'est s'il y a des dysfonctionnements, c'est acter ce dysfonctionnement par une réunion, face à face, une réunion dite d'avertissement. Et ça fait partie des règles de base. Quand il y a un licenciement, on a dû avoir un avertissement. Mais cet avertissement, soit on peut le faire de manière un peu molle, consensuelle, ou soit au contraire, c'est dire, écoute, tu corriges le tir. Si tu corriges pas le tir, t'es dehors. Ouais. Et du coup, tu as des belles histoires comme ça de rebond après des électrochocs de tes équipes? Ah, j'en ai eu plusieurs, bien sûr. J'en ai connu un certain nombre. Ça marche pas chaque coup. Parfois, ça aboutit au départ. La personne s'en va d'elle-même, souvent. Ou au contraire, c'est un électrochoc qui est salutaire. J'ai un autre associé aujourd'hui qui, au bout d'un mois et demi, a essayé de me passer un attaché-caisse en notes de frais. Parce que c'est un copain un peu véreux, je lui dis, il regarde jamais les notes de frais. Et c'est vrai que je regarde jamais les notes de frais. Je n'ai jamais regardé une note de frais en 30 ans, sauf celle-là. C'est énorme. et donc, j'appelle le gars, il était encore en période d'essai, ça faisait qu'un mois et demi qu'il était là. Je dis, putain, tu déconnes ou quoi? Mais c'est quoi ce bordel? Ah bah, il m'a dit qu'il ne regardait pas. Bah, justement, c'est parce que je n'ai pas envie de regarder. Si jamais tu te mets à tricher, là, par contre, c'est une rupture de confiance entre nous. Donc, voilà ton avertissement. Il avait qu'un mois et demi de boutique, donc il n'y avait pas besoin d'avertissement. Oui, en soi, tu aurais pu dire, merci, on s'arrête là. Je l'actais. Je dis, la prochaine fois que tu recommences, t'es dehors. Mais il est devenu associé, 20 ans après, 30 ans après, à une pièce majeure de notre fonctionnement. Et donc, tout s'est corrigé. Est-ce qu'il t'a offert un attaché-caisse? Il ne m'a pas offert d'attaché-caisse. Il m'a pas offert d'attaché-caisse, mais je ne suis pas attaché à l'attaché-caisse. C'est ça. Bien, et du coup, le côté familial, finalement, pour toi, c'est aussi un héritage managérial. Tu vas parler de Louis pendant qu'on a préparé cette émission. Et donc, il t'a transmis le goût, justement, d'aider des managers, des entrepreneurs en rebond professionnel. C'est aussi lui qui t'a guidé un peu dans tout ça, dans tout ce que tu accomplis aujourd'hui? Écoute, là, est-ce qu'on croit à l'au-delà? Est-ce qu'on croit à l'orientation, aux esprits? Moi, j'y crois, personnellement. Mais tout le monde n'est pas obligé d'y croire. Néanmoins, on peut se dire aussi que c'est dans l'ADN, l'ADN ou dans l'exemplarité des personnes. Mais d'un autre côté, on voit aussi que souvent, ça saute une génération. En tout état de cause, c'est vrai que mon arrière-grand-père a fondé une entreprise en 1900, ou 1905, et que cette entreprise, elle a été plantée. Il a fait faillite. Et ça, je l'ai découvert par hasard. D'accord. J'ai découvert par hasard en allant chez une médium. Alors, c'est comme particulier. Ensuite, cet arrière-grand-père, en 1920, relance des affaires avec ses fils qui, je pense, étaient beaucoup plus durs que lui. Et ces affaires-là, de textile toujours, dont la poursuite s'est faite, s'est construite. Et aujourd'hui, une poursuite où c'est un groupe d'entreprises, on va dire il doit y avoir 150 entreprises qui totalisent plus de 600 000 personnes, donc en partant d'un petit truc de rien en 1920. Mais le côté très riche de cet arrière-grand-père, c'est qu'il disait toujours, est-ce que je suis riche donc je donne, ou est-ce que c'est parce que je donne que je suis riche? Donc ça, c'est... Et donc la notion de partage de valeur, qui a toujours été fortement reprise, portée par son petit-fils, qui lui-même a créé Auchan, Gérard Meunier, et qui a été un des premiers à mettre en place l'intéressement, l'actionnariat des collaborateurs, qui ont représenté quand même 15% du groupe, et sur le principe que la différence entre la poule et le cochon dans l'omelette au lard, c'est que la poule est concernée, alors que le cochon est impliqué. Et donc, quand on a affaire à des personnes qui ont eux-mêmes leur argent qui se développe, qui devient une
petite fortune, entre guillemets, ils vont éteindre la lumière. C'est sûr, c'est leur entreprise, parce que c'est leur bien qui est. Et donc, c'est comme le cochon avec son lard, on met un bout de lard quand même dans l'opération. Oui, justement, et je crois que toi, tu as mis ça en place aussi dans ton entreprise, et ça fait partie des piliers aussi pour toi, des critères de motivation ou de comment embarquer les équipes. Alors, moi, à l'origine de la création de Dimo Software en 95, ma famille n'était pas concernée. Ma famille, d'ailleurs, à 0% de l'entreprise. Par contre, on a une famille de 100. On est parti sur une famille de sens et sur une famille de valeurs. Et donc, il y avait 12 salariés. Sur 12 salariés, il y avait 6 parmi les 12 qui étaient plus moteurs, plus volontaires, et donc que j'ai embarqué avec moi dans le projet, qui sont devenus associés. Donc ça, c'était un point important, sachant que moi-même, j'avais 49%, et j'aurais dit, vous avez ensemble 51%, et vous avez un droit et un devoir de me virer si je déconne. Et à 51%, ils pouvaient le faire. Donc s'ils sont tous d'accord que je déconne, ils vont pouvoir le faire. Et je crois que ça, c'est important, c'est que derrière, les décisions qu'on prend, elles ne se prennent pas sur le pourcentage capitalistique parce que je suis majoritaire, elles se prennent par conviction, elles se prennent par motivation, elles se prennent sur une volonté partagée de réaliser, ce qui fait que derrière, quand on réalise, il y en a pas un qui rame à l'envers en disant « je vous avais bien dit que ça ne marchait pas ». Notre principe étant que nos décisions stratégiques, elles sont prises à l'unanimité des membres du comité stratégique. Mais on a voulu étendre ce partage, j'ai souhaité étendre ce partage aux autres salariés, un peu comme l'a fait Auchan avec le fonds Auchan, qui est le plus gros fonds de France, avec des millions et des millions, etc. Moi, j'ai créé le fonds Dimo, et qui était le plus petit de France. Donc, il devait faire de 30 ou 40 000 euros, tout mouillé. Donc, c'est vrai qu'on a eu du mal à trouver quelqu'un qui nous le porte, parce que c'est comme des frais. Mais on y a réussi. Et aujourd'hui, il y en a plus d'une centaine de salariés sur les 450 salariés comptés Dimo avant la cession d'une activité. On a plus d'une centaine, une centaine de salariés qui sont actionnaires. Ouais, super. Et ça fait partie pour toi des valeurs clés du management pour embarquer les équipes? L'implication, l'unanimité, la prise de décision partagée En fait, il y a le partage du savoir, le partage du pouvoir et le partage de l'avoir. Et pour contribuer à l'être. Donc c'est vrai que ce sont des facteurs essentiels. Si vous partagez que l'avoir et pas le pouvoir, les gens ne sont pas en confiance. Si vous partagez que le pouvoir et pas l'avoir, vous n'êtes pas cohérent parce que vous les faites bosser, puis en fait ils n'ont pas le fruit de leur travail. Donc je crois que c'est bien d'avoir un équilibre dans tous ces éléments. À moins qu'on j'ai 95% du capital, il y a deux façons de manager. Soit c'est top-down, j'ai 95% du capital, j'ai tout pouvoir, et si tu n'es pas content, tu te barres. Ou le bottom-up, c'est-à-dire on est là pour partager les savoir-faire, les expériences, et qu'on fait grimper pour atteindre la vision qu'on s'est fixée sur un cap dans les années à venir. Et du coup, j'imagine que des fois, c'est pas facile de prendre une décision à l'unanimité. Enfin, il y a des moments où il y a peut-être vous n'êtes pas toujours d'accord, etc. Et comment on arrive à trouver l'unanimité, justement? Alors, dans un premier temps, il est important que la population soit homogène dans son intérêt. Nous, on n'a pas d'actionnaires externes. Tous les actionnaires du COSTRAT sont salariés, mais aussi acteurs dans l'entreprise. Donc ça, c'est un prérequis fondamental. C'est qu'on ait tous le même intérêt, le même objectif, que les intérêts et l'objectif soient partagés. Ensuite, c'est l'intérêt de partager. Si tu prends un projet sur une échelle de temps qui est de 100, eh bien nous, on va là où normalement ailleurs c'est 1% pour la décision et 99%, eh ben nous on va peut-être faire passer de 1 à 2. On va peut-être laisser le temps à des personnes qui ont des doutes, des inquiétudes, et dire tiens, il y a un grain de sable en bas, est-ce que vous l'avez vu? Ah non, on l'avait pas vu. Ah, donc à cause de ça, j'ai pas envie de le faire. D'accord? On peut peut-être réfléchir à savoir ce grain de sable, comment on pourrait prendre une pince à épiler pour l'enlever. Si vous achetez une pince à épiler, si vous vous engagez à acheter une pince à épiler et de l'enlever au départ, à ce moment-là, je suis d'accord. Et donc, on va peut-être passer à 2 en échelle temps, le double. Mais c'est quoi 2 par rapport à 101 ou 1 par rapport à 100 C'est-à-dire que c'est 1% de temps de plus. Mais derrière, le gros avantage,
c'est comme il y a l'unanimité. S'il y en a un qui se mettait à ramer à contresens en disant « je vous avais bien dit que ça ne marchait pas lui, il prend ma rame dans la gueule. Oui, Tu vois l'image. il faut dire avant. Voilà. Avant, tu as le droit de dire, après, tu rames. Voilà, sinon, mais dans le bon sens. Voilà, et c'est solidaire, du coup, puisque du coup, l'unanimité fait que si on prend une décision, c'est la meilleure. Tout à fait. Ouais. Ce qui est important, surtout aussi dans la prise de décision commune, c'est de s'assurer quand on dit oui, qu'on dise tous oui pour la même raison. Parce que parfois, on peut voter à l'unanimité, mais des fois, quand on est tous d'accord, on ne challenge pas forcément le pourquoi. Et je me suis rendu compte que parfois, c'était intéressant, quand même. Je t'ai pas dit que nous étions parfaits. Donc, on a encore des axes de progrès très certainement à faire. Ouais. Et bien sûr, il faut que les gens qui étaient homogènes au départ le restent encore 30 ans plus tard. Ouais. Et ça, éventuellement, on a des intérêts qui peuvent devenir divergents et qu'il faut régler. Mais oui, parce que la motivation, les envies, ça fluctue dans la vie en fonction de la vie, les personnels, professionnels. Exactement. Ouais, les personnel, aléas, professionnel, familial, bah oui. Les égos, la peur. La peur. Avoir peur de perdre. Hein. T'as pas peur de perdre si t'as rien. Oui, quand t'as des choses, t'as peur de perdre. Quand tu commences à avoir des choses, tu peux avoir peur de perdre. Oui. Et du coup, ça change le rapport au monde. Aussi. Et aux décisions et au management. Exactement. Comment tu fais, toi, pour justement lutter contre ça, maintenant que tu as un peu plus de choses à perdre qu'il y a 27 ans? Moi, j'ai rien de plus à perdre qu'il y a 27 ans. Je suis né le cul dans le beurre. Donc, j'ai toujours eu. Donc, c'est d'autres qui ont peut-être plus à perdre, qui n'avaient rien et qui maintenant ont quelque chose. Sur le plan pécunier, j'entends. Ouais. Là où je pourrais avoir à perdre, c'est l'engagement que j'ai pu prendre par rapport à des collaborateurs, sur des valeurs positives, sur des valeurs de l'acceptation de l'échec, sur des valeurs de partage, sur des valeurs quelque part de bonheur. Si j'étais pas en mesure de faire respecter ces valeurs plus tard, ça m'embêterait. Ouais. Ils ont déjà failli te dire de partir. Tu me disais tout à l'heure qu'ils pouvaient te dire à 51%. Aujourd'hui, j'ai même que 25%. Ah merde. T'imagines? C'est chaud pour toi, là. Donc c'est complètement chaud. C'est complètement chaud. Et j'aime me mettre en risque. Ouais. Ça fait partie de tes clés de réussite. Si tu es entrepreneur et que tu veux zéro risque, ça va pas. Ouais. Maintenant, pour rester jeune, c'est Barenton qui disait « L'homme devient vieux le jour où il cesse d'avoir de l'audace ». Pour autant, il dit aussi « S'il apparaît que la fortune sourit aux audacieux, ce sont donc les gens les plus prudents, les plus audacieux. » L'audace signifie pas une prise de risque à considérer. Oui. L'audace signifie étudier les risques et avoir le courage d'y faire face. Oui, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Donc, on prend des risques, on mesure, mais en même temps, s'il y a des dysfonctionnements, on se le dit en face à face. Ouais. On dit les choses. On essaye. Ouais. Et puis on avance. On crée des électrochocs, des prises de conscience et on communique. Je te rappelle l'étymologie de communiquer. Vas-y. Alors, comme, partager. Ouais. Bon, niquer. Ouais. Ça veut rien dire, ça. Eh bien, ça vient de la princesse Nikae, qui est la princesse de la victoire. D'accord. Donc, partager les victoires. Il est important, dans un état d'esprit constructif, de valoriser plus les réussites que les défaites. Et les journalistes devraient se remémorer ces données-là, parce que quand on parle que de défaites, on perd l'énergie. Exactement. Et en même temps, tu t'attelles avec 60 000 rebonds à accompagner des entrepreneurs qui ont touché l'échec, justement. Alors, ils peuvent pas aller plus profondément, ça c'est l'avantage. Ouais. Quand on les prend, ils sont au fond. Voilà, donc du coup, tu peux que les faire remonter. Non, mais c'est génial. Ils sont au fond. Parce que c'est pas culturel en France, on n'aime pas bien... on a tendance à cacher un peu au fond du placard nos défaites. L'inconvénient, ce qui fait les principales qualités de l'entrepreneur, qui sont l'optimisme, qui sont la fierté, qui sont la persévérance et le courage, qui sont le charisme signifiant entraîner avec le cœur, ou le partage, se transforme en principal handicap si on va trop loin. C'est-à-dire que l'optimisme devient déni. Je ne vois que ce qui va. C'est-à-dire je ne traite plus ce qui ne va pas.
Je suis dans le déni de ce qui ne va pas. La fierté, ça transforme en honte. Si je ne suis plus fier, c'est que j'ai honte. Oui. La persévérance et le courage peuvent se transformer en obstination. Je vais me refaire, je mets ma maison en caution, je mets ma voiture en caution, je mets etc. Oui. Et je dis surtout pas à mon conjoint que je vais me planter. Oui. Et donc quand je me plante, tu as une série, un événement domino. Oui. C'est dépôt de bilan, dépression, divorce, déménagement, dette personnelle et parfois décès. Oui. Donc ensuite, on a le charisme et le partage. Et quand je plante, j'ai plus de téléphone, j'ai plus de mail, j'ai plus d'adresse, j'ai plus d'amis, j'ai plus d'enfants, j'ai plus rien, je suis seul. Ouais. Seul avec ma montre pour regarder les minutes tourner. Ça, c'est la population. Alors, ils sont pas tous 7 sur 7. Hein. Non. On espère qu'il y en a qui sont quand même mieux que d'autres et mieux lotis. Mais néanmoins, tout le monde a perdu son entreprise, a perdu son revenu, a perdu sa raison d'être, sa fierté. Et on les reçoit. Et bien sûr, nous, on est propre sur nous. Donc, quelqu'un qui pue et qui est sale voit bien dans le regard de l'autre une moue qu'il ne supporte pas. Donc, la meilleure manière de les faire reprendre confiance en eux, c'est de les mettre entre eux. C'est-à-dire qu'il y en a 10, 15 qui ont fait faillite. J'ai fait faillite, j'ai fait faillite, ah putain, je suis pas tout seul. Hein, je suis pas tout seul. Et puis ensuite, deuxième tour de table, ça fait 3 mois que je suis là, je suis en train de faire ça. J'ai fait mon coaching avec mon coach, c'est vraiment, j'y vois plus clair sur mon échec. Ça fait 6 mois que je suis là, ça y est, je suis en train de savoir que mon projet, ça va être ça ou ça. Ça fait 9 mois, j'ai travaillé avec mon parrain, etc. Et voilà. Et puis je vais, au bout de 12 mois, je présente à d'autres patrons de l'extérieur, ce qu'on appelle le comité en vol, pour faire mon pitch à blanc sur mon financement de projet. Et je paye le coup parce que ça y est, je suis reparti. Et donc, le fait de voir que dans les 15, il y en a qui sont à différents stades d'avancement, permettent de comprendre qu'au bout du tunnel, il y a la lumière. Oui, je suis dans le tunnel. Oui, bien sûr, il fait noir. C'est un peu noir, c'est dur. Mais je commence à voir qu'il y a la lumière au fond du tunnel. Eh bien, en 3 heures de réunion de cette nature, les personnes qu'on voit, qui étaient blanches comme des cachets d'aspirine, ressortent avec des pommettes roses. En 3 heures. L'énergie revient. Et ensuite, ça avance. En moyenne, c'est 50% de rebond en salariat, 50% en entrepreneuriat. Et si ces salariats, c'est en moyenne 8 à 10 mois, au bout de 8 à 10 mois, tout en s'étant reconsolidés, traiter leur souffrance, leur douleur, eh bien, ils sont repartis, libres. Et si c'est de l'entrepreneuriat, c'est, on va dire, 15 à 18 mois. Ils recréent une boîte. Et au bout de 3 ans, en moyenne, ils ont 3 salariés et demi, alors que quand ils repartent, ils disent jamais plus j'aurai un salarié. C'est bon, moi, plus jamais, on ne me reprendra plus. Voilà, et au bout de 3 ans, ils ont 3 salariés et demi en moyenne. Ah ouais, excellent. C'est beau, j'aime beaucoup, je sais que tu es un amoureux des mots, et que tu aimes beaucoup l'étymologie, tout ça. J'aime beaucoup ça chez toi, et je trouve hyper intéressant cette image de... des qualités qui ne doivent pas se transformer en... l'optimisme en déni, la persévérance en obstination. Et c'est parfois... en fait, je trouve que manager aussi, et être entrepreneur, c'est souvent flirter un peu entre les deux. Parce qu'il y a un moment donné, on est aussi tellement dans la conviction ou l'envie, parfois, qu'on perd de vue un petit peu, qu'on peut justement basculer du côté obscur. Une qualité peut toujours, tu prends l'argent, ça peut être bien ou ça peut servir. Ça peut servir ou asservir. Exactement. Tu prends l'atome, ça peut te chauffer ou ça peut te faire péter une région. Tout est toujours avec une vision qui peut être positive ou négative en fonction du jusqu'où on va. Et pour toi, manager, c'est un peu ça aussi. C'est du coup... avec les équipes, trouver le bon équilibre, justement, dans sa relation, dans la communication, dans le partage de la victoire, dans tout ça? C'est un peu tout ça. Mais c'est surtout de l'anticipation. Parce que c'est tout ça à organiser. Oui, mais c'est ce qui est complexe. Et donc, il faut savoir... Et sur une matière... C'est pas une matière compliquée, c'est une matière complexe, comme tu dis. C'est le plat de nouilles, c'est pas le Boeing. C'est ça. Et quand tu tires sur une nouille, tu sais pas quelles sont les nouilles qui vont tirer, etc. Donc, on est bien dans le complexe.
Et c'est amener tout le monde à être en phase sur un objectif, sur la lune qu'on vise, sur l'étoile qu'on vise, comme dirait le Petit Prince. Et ensuite, s'organiser que les complémentarités sont mises en œuvre avec respect des différences et confiance. Et toi, tu la donnes de facto, la confiance, j'ai l'impression. De facto. Ouais, tu la décrètes. Tu décrètes qu'on se fait confiance. Ouais. Non, parce qu'il y en a qui vont défendre que la confiance, ça s'acquiert. Ou, Non. Toi, tu la donnes Je systématiquement. la donne et quand ça fait partie du deal. quand la confiance est, on va dire, Égratignée. abusée, quand il y a eu un abus de confiance, je lui redonne une deuxième fois confiance. Ouais. Ce qui n'était pas dit dans Barentan Confiseur, où il dit si une personne se trompe, vous devez d'abord féliciter de l'avoir fait, encourager à recommencer. Et dans Barenton, il dit s'il se trompe une deuxième fois de la même manière, n'attendez pas la troisième pour vous en séparer. Sous-entendu, s'il n'accepte pas son échec, il recommencera à refaire la même connerie. Ouais. Moi, j'ai ce travers de donner une deuxième fois la chance. Est-ce que c'est un travers ? J'imagine que parfois ça t'a servi, d'autres fois un peu moins, mais... Voilà, mais bon. En tout cas, c'est ton principe. C'est comme ça que je fais. C'est ça. Mais c'est ça qui est génial aussi, et c'est le principe de ce podcast, c'est de se dire, finalement, moi je donne des bonnes formules, ou etc. en management, mais l'authenticité, faire avec ce qu'on est, et être au clair en fait, avec ce qu'on est et ce qui est important pour soi. Pour moi, je pense que c'est ça la clé en fait, finalement, du management, c'est bien se connaître, parce qu'au travers de ce que tu me dis, quand même, tu sais où tu peux avoir des forces, où tu peux pêcher un peu, ou etc. En tout cas, tu sais où tu mets les pieds, et tu es en phase avec ce que tu es. Et puis, qui sommes-nous pour juger ? Et qui sommes-nous pour juger ? Et avec éventuellement un filtre de perception qui est différent. Moi, j'ai eu l'occasion de monter en montagne et de voir un cheval qui est plein de mouches autour de ses yeux. Et je m'approche du cheval et il a confiance, donc je lui enlève les crottes d'œil. Ouais. Pour que les mouches soient plus l'emmerdent plus. Je monte, etc. Je me retrouve par hasard avec deux papis, mamies, etc., avec qui on sympathise. Et il s'avère qu'ils sont communistes, syndicalistes dans la fonderie du bas de la vallée de l'autre côté. Ouais. Mais quand même, on a échangé. Et je leur explique mon histoire. Il me dit, ouais, j'ai déjà vu des patrons qui ne sont pas mauvais. Je dis, écoutez, moi je suis jamais allé au Prud'homme, donc vous ne pouvez pas m'avoir rencontré. Il dit, ah bon, c'est d'autres mondes. Je dis, mais vous êtes CGT, mais pas ce que je lis dans la presse, ou des mecs qui veulent tout détruire. J'ai l'impression que vous êtes là pour l'intérêt des collaborateurs, des salariés, donc c'est bien. On pourrait se parler. Et je leur explique mon histoire de cheval. Oui, moi je suis pas un mauvais mec, parce que j'aide le cheval et je lui enlève les crottes d'œil. Tu sais ce qu'ils m'avouent, le mec ? Qu'est-ce qu'elles vont bouffer, les mouches ? J'adore. J'aime beaucoup. On a deux visions du monde. Donc, qui sommes-nous pour juger ? C'est ça. Normalement, il est dit qu'on ne doit pas s'approcher de l'arbre du jugement. Et qu'il faut laisser le jugement quelque part à l'esprit. Donc, quand il s'avère qu'une personne se trompe, entre guillemets, trompe ma confiance, mais peut-être qu'elle s'est trompée, je lui laisse une autre chance. Ok. Mais c'est bien, c'est courageux, parce que c'est pas facile de donner sa confiance systématiquement et puis après d'accepter de redonner une chance. C'est parce que je suis fainéant. Ah ouais ? Ah oui. Si je veux que l'autre fasse le job à ma place, faut que tu lui laisses faire des conneries. J'y penserai ce soir avec ma fille à la maison. Non, si tu reprends délégué, selon mon grand-père, un délégué, c'est 3 choses. C'est débattre avant. Donc, mettre le cadre. C'est liberté pendant. Sous-entendu, droit à l'erreur. Voilà. Tu as le droit de te tromper. Mais... Et troisièmement, c'est quoi ? C'est pas contrôle. Il faut que la personne qui a reçu la délégation se sente suffisamment à l'aise pour faire un rendre compte. Voilà ce qui a été bien, et voilà où je me suis planté, que j'aurais pu éviter de me planter en faisant ci ou ça. Et transformer l'échec ou l'erreur en expérience, la contrainte indispensable, c'est l'acceptation. J'accepte ma part de responsabilité. Si jamais c'est la faute aux autres, la faute au banquier, la faute à la planète, tu progresses jamais. Et comment on fait parce que ça arrive parfois d'avoir des collaborateurs
ou même des managers qui se complaignent un petit peu d'aller chercher la responsabilité ailleurs. Est-ce qu'il y a des clés pour aider quelqu'un à reprendre et à accepter un petit peu, à se regarder un petit peu dans le miroir? La première clé, c'est l'humour. Ouais. Humilité et amour. Et quand tu te fous de la gueule du mec, souvent il se rend compte qu'il a dit des conneries. Et ça l'amène éventuellement à changer. Maintenant, si son ego est trop développé, pour l'entendre, qui est trop mégalo, trop vide de pouvoir, il ne va pas accepter. Et à ce moment-là, c'est à toi de le mettre en distance. Courage. Voilà. Oser. Intelligence. Ouais. Je suis sur Terre pour prendre du plaisir et pas pour m'emmerder avec des cons qui veulent pas progresser. Ouais. Ok, super. Mais merci. En tout cas, si tu avais pour terminer un petit peu, dans ta botte secrète de manager, moi j'ai noté des mots comme la confiance, le respect, la décision stratégique à l'unanimité, partager les victoires, vision, persévérance, faire face aux échecs. Est-ce que tu vois d'autres choses? Être en vérité. Ouais. Ce qui va, trust and truth. Trust and truth. C'est la même base. Donc, pour être en confiance, il faut que je sois en vérité. Ouais. Et pour être en vérité, si tu dis Will Schultz, il faut travailler aussi sur les différents niveaux de vérité sur lesquels tu peux être. Et là, je t'amène à l'élément humain de Will Schultz. Ouais. Le niveau -1, c'est le refus de voir. Ouais. C'est le déni. Le niveau 0, c'est je sais mais je dis rien. Ouais. Le niveau 1, c'est t'es un con. Niveau 2, c'est je pense que t'es un con. Niveau 3, c'est je pense que t'es un con parce que tu m'as pas dit bonjour. Ouais. Et plus tu montes en niveau de vérité, ouais. moins tu mets de tension. Oui. Parce que quand je te dis t'es un con, ta réponse. Ah bah oui, va te faire foutre. Va te faire foutre ou t'es un con toi-même. Si je te dis je pense que t'es un con parce que tu m'as pas dit bonjour, mais t'as pas compris. Oui, exactement. J'avais les deux mains encombrées et tu raisonnes sur l'acte. Oui. Mais plus tu te dis qu'est-ce qui te motive à parler et plus tu raisonnes sur l'acte et plus tu es au niveau de vérité et donc au niveau de confiance. Oui. Et puis on se détache de l'affect, du jugement, on gagne du temps, on est plus efficace. Moi, j'aime bien dire qu'on part de ses besoins en fait, finalement aussi. Parce que souvent dans le jugement, il y a de la peur. Oui. Et en fait, on transpose à l'autre ses peurs. Alors la peur, elle est souvent induite aussi par une population qui sont compliquées à gérer, qui sont les pervers narcissiques. Oui, il y en a. Ah mais il y en a. J'en ai croisé quelques-uns. Ah bon? Enfin, au moins un. Toi aussi. D'ailleurs, si tu nous entends. Et donc, moi j'en ai croisé quelques-uns aussi. Mais ça, c'est compliqué à gérer. Ouais, très compliqué à gérer parce qu'ils sont dans la manipulation, on est dans le mensonge, et ils sont souvent malins. Souvent brillants. Brillants. Souvent brillants. Et ils veulent pas ton bien, mais tes biens. Ouais. Peut-être tes énergies, par exemple. Ouais, exactement. Donc ça, c'est pas facile à gérer. Bon, mais... Non. Mais ça fait grandir. Moi, ça m'a fait grandir, finalement. Ouais. Tu vois, c'est peut-être grâce à ça aussi que je suis montée sur les planches. D'accord. Comme quoi, les échecs, il n'y a pas d'échecs, il n'y a que des apprentissages. Mais je crois que revenir sur la notion de confiance, c'est vraiment ce qui permet d'avancer le plus vite. Ouais. Et sachant qu'il faut se dire, confiance n'exclut pas vérification. Oui. Mais j'aime beaucoup la notion de rendre compte plutôt que de contrôle. Et d'aider les collaborateurs à apprendre à rendre compte. Et je pense qu'en fait, on n'est pas assez formé à ça, à la manière... Ça s'appelle débriefer. Voilà, du débrief. En anglais. Voilà, mais on est souvent assez démunis, on ne sait pas vraiment comment faire, on attend un peu la sentence du chef ou l'approbation. Enfin voilà. Mais c'est connecté aussi à nos propres besoins et à nos propres peurs. Bien sûr. Super, merci. Guillaume, tu sais que ce podcast s'appelle Tempo et je voudrais que tu nous dises ce que ça évoque pour toi le tempo. Le tempo, c'est le rock and roll. Yeah. Et le rock and roll, ça se fait pas tout seul. Ouais. Et le rock and roll, c'est peut-être pas aussi complexe que le tango. Ouais. Mais néanmoins, du rock, t'as des gens qui s'entendent bien, souplement,
et qui ont du plaisir, et puis tu en as d'autres où c'est plus raide, plus rigide. Et donc je crois qu'il y a quand même la confiance. Hein, quelqu'un quand tu lances une femme loin là derrière, ben, soit tu la lâches, soit tu la tiens. Ouais. Et si elle se jette en arrière, il faut avoir confiance qu'on te tienne. Ouais. Hein. Et puis d'autre part, c'est l'harmonie, puis de faire un beau spectacle. Donc le rock. Ouais, top. Et si justement le management était une chanson, ce serait laquelle? Alors moi j'en verrais 2. Ouais. Celle que je privilégierais, ça serait Les copains d'abord. Ah, Brassens. Brassens. Et puis celle que je privilégierais pas, mais qui existe quand même, c'est Quoi ma gueule. Qu'est-ce qu'elle a ma gueule. Et pourquoi alors les deux, les copains ouais, parce que c'est une affaire de famille, de fratrie, d'amitié. De plaisir de faire des choses ensemble. Ouais. C'est important pour toi, ça. C'est le moteur. Et de la confiance réciproque. Ouais, super. Et Quoi ma gueule, parce qu'il y a parfois dans le management des mecs qui l'ouvrent plus forte que d'autres pour qu'on ne voit que leur gueule. Et ça, c'est pas mon modèle de management. Ok. Merci Guillaume en tout cas. Merci Cindy. À bientôt. Et vous, quel est le prénom de cet ancêtre qui vous souffle des mots à l'oreille? Au fait, moi c'est Cindy, chef d'orchestre chez Kazoo. Le kazoo c'est un instrument de musique, mais c'est aussi ma boîte. On y a pour ambition d'aider les organisations à instaurer une dynamique apprenante et accélérer leurs projets d'entreprise en développant les compétences individuelles et collectives. Et pour ça, il faut trouver le bon tempo, embarquer les managers et leur donner le micro. Donc si tu veux découvrir le champ de nos activités et découvrir d'autres épisodes, rendez-vous sur notre site kazoo.fr. On s'appelle au Kazoo.